Bonjour à tous, bienvenue sur Mediapart. Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République et pour en parler, nous recevons aujourd'hui un grand témoin de la gauche, Didier Mottchan. Il a été cofondateur du CRS au milieu des années 60. Le CRS, c'est ce courant qui a intégré la SFIO, puis qui a cofondé le PS d'Épinay en 1971. La grande figure connue du grand public du CRS était évidemment Jean-Pierre Chevènement, mais Didier Mottchan en a été aussi l'un des animateurs des revues théoriques qu'on faisait à l'époque, secrétaire national du PS, député européen de 1979 à 1989, et puis membre ensuite des partis que Jean-Pierre Chevènement a fondé lorsqu'il est parti du Parti socialiste. Bonjour Didier Mottchan. Bonjour. Alors on voulait votre réaction d'abord sur l'élection d'Emmanuel Macron et ce qu'il représente pour vous, idéologiquement, politiquement. Quel regard vous portez sur ce personnage qui est plutôt libéral, plutôt pro-européen, alors que précisément le libéralisme et l'Europe font l'objet de contestations assez fortes dans ce pays? Ils font l'objet de contestations assez fortes, mais ils demeurent le fond de l'air du temps. Quand je dis c'est peut-être excessif, en tout cas, c'est l'atmosphère que respire, j'allais dire, le système médiatico-politique. C'est une expression un peu forcée, mais tout de même, oui. Dans l'air du temps, ou par l'air du temps, j'entends un peu le conformisme, les habitudes, l'inertie, la résonance du discours le plus fréquent, et donc ce qu'on entend par les médias. Et donc Macron serait uniquement le produit de ce conformisme médiatique. C'est ça qui expliquerait sa réussite? Uniquement non, mais c'est l'émanation. Après une évolution qui est passée de la gauche à ni droite ni gauche, et puis la gauche et la droite. À travers ça, il y a quelque chose qui s'est produit. Non pas que la gauche n'existe plus, mais qu'au niveau de l'institution, au niveau des institutions et des partis politiques, elle s'est évaporée. Alors, parlons-en, parce que la gauche, effectivement, elle est effacée de ce deuxième tour. Et oui. Pourtant, il y a quand même eu 25% des voix qui se sont portées à la fois sur Jean-Luc Mélenchon, à la fois sur Benoît Hamon, donc, qui ont des différences, mais qui portent quand même des idées de gauche assez identifiées sur le social, l'écologie, les institutions. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon se distingue un peu, si j'ose dire, du lot, dans la mesure où il a une certaine... il n'y a plus de cohérence. Il a plus de cohérence que les autres? Il a plus de cohérence. Dans quel sens? En tout cas, on en constate l'effet sur les convictions. C'est qu'il a pu faire démarrer, mobiliser un courant d'intérêt et d'adhésion croissante. Et quand vous dites qu'il a plus de cohérence, est-ce que c'est plus de cohérence idéologique que Benoît Hamon, par exemple? Idéologique, ça dépend. Oui, enfin, si on précise, idéologique, ça veut dire dans l'effort de la pensée et dans ce qu'il exprime, c'est-à-dire la rhétorique. Je prends un exemple précis, puisque c'est un des points de discussion qui a été soulevé pendant cette campagne sur la question européenne, et c'est une question qui vous est chère. Vous trouviez plus convaincante la ligne de Jean-Luc Mélenchon, j'imagine? Est-ce qu'elle était convaincante jusqu'au bout, sa ligne de plan A, plan B sur la zone euro? Non, je ne veux pas prétendre l'ériger en chef-d'œuvre. C'est vrai que l'européisme, d'une manière générale, l'utilisation de ce vocable, et cette prétention au concept qu'elle est censée désigner, c'est la rhétorique, et à travers la rhétorique, l'idéologie des socialistes virés libéraux. Donc les socialistes sont devenus libéraux par leur attachement à l'Union européenne? Pas tous les socialistes, non, mais ceux qui sont européististes. Tout mouvement, toute action politique a besoin d'une dimension utopique. Ils l'ont transféré sur l'Europe. J'ai souvent le réflexe, quand j'entends
très souvent, beaucoup de gens d'ailleurs, parler, je me dis, si on pouvait les arrêter au moment où ils prononcent le mot Europe et leur demander, les obliger à définir en 2 minutes ou même 1 minute, en 30 secondes, ce qu'ils entendent par là, Europe, eh bien la réponse serait blablabla. C'est-à-dire que ça fonctionne exactement comme, je ne sais pas si vous jouez au bridge, cette carte qui s'appelle le Joker, qui fait que la décision d'une annonce, c'est la décision d'attribuer n'importe quelle couleur, pique, cœur, carreau, trèfle, aux cartes de cette couleur. Et l'Europe, c'est ça. Une sorte, comment dirais-je, de descente sur la terre, de pseudo-laïcisation d'une rhétorique du droit divin. Donc, une rhétorique du droit divin, Oui. et du coup qui empêcherait le socialisme d'être lui-même? Parce qu'il n'y a pas d'autre utopie aujourd'hui. Ben, quand on raisonne comme ça, évidemment, ça n'aide pas, mais je veux dire simplement que Europe, hein, c'est ce mot qui fonctionne, comme la carte dont je parle, qui peut prendre, suivant les besoins du mot, n'importe quelle valeur. Est-ce que vous trouvez c'est le miracle presque de l'instantané, sinon du lendemain. Miracle qui n'est pas éclairé par un regard sur le lendemain, encore moins par des hypothèses d'éclairage du surlendemain, c'est-à-dire l'utopie, dans son bon sens. Mais alors, du coup, si on revient à l'époque où se fait le choix européen de Mitterrand, oui. D'ailleurs, c'est un moment aussi que n'a cessé d'explorer dans plusieurs ouvrages Jean-Pierre Chevènement, qui était au gouvernement à cette époque-là. Oui. Est-ce que vous considérez que effectivement les choix faits à cette époque ont été des erreurs? Est-ce que vous pensez surtout qu'il est possible aujourd'hui pour la gauche de se sortir de l'incohérence idéologique dans laquelle elle est, malgré ses choix? Non, mais pas du tout. Ces choix ont commencé par être pas du tout des erreurs. Hein. Je veux dire, la réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'était très très important. Donc c'est tout à fait le contraire d'une erreur. Hein. C'est devenu une erreur à partir du moment où l'Europe a fonctionné comme de la frame, une fausse utopie. Et à partir de quel moment on peut le dater? Quand je parlais d'une erreur, je faisais référence au tournant de 83, c'est-à-dire à partir du moment où la contrainte monétaire finalement devient de plus en plus forte. C'est ça qui était... C'était le début, c'est le début de cette involution dont vous parliez, effectivement, oui. Et alors, pour insister sur ce point, vous étiez au CRS à l'époque en train de défendre ce qui s'appelait l'autre politique. Oui. À l'époque. Mais à partir de... Oui. Alors, est-ce qu'on peut revenir précisément sur cet épisode-là? Parce qu'il me semble que toute l'histoire de la gauche et les conséquences qu'on voit aujourd'hui remontent à ce point-là. Oui. Quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, il n'y avait pas d'autre politique possible. Est-ce que vous maintenez qu'il y avait un autre chemin? Est-ce qu'on peut le récupérer, ce chemin? Oui, mais cette politique est devenue l'autre politique à partir de mars 83, c'est-à-dire à partir du moment où Mitterrand, lui, a fait un tête à queue. Oui, vous dites que c'est Mitterrand qui a changé. Ah bah, le tournant de mars 83, et dont on a dit qu'il avait été précédé par les exhortations successives de visiteurs du soir qui plaidaient pour une sorte de tête à queue politique. L'argument à l'époque, c'était de dire la politique sur laquelle on a été élu en 80 n'est plus possible à cause de ce qu'on appelait à l'époque la contrainte extérieure. Ça, vous continuez de contester avec... Évidemment, la contrainte extérieure, elle n'était pas... Elle existait avant mars 83. Hein, c'est simplement, comment dirais-je, la conclusion qu'on en tirait et l'attitude que l'on décidait de prendre par rapport à elle, la détermination que l'on pouvait avoir sur la manière d'en tenir compte.
Quand Jean-Pierre Chevènement parle de ces épisodes, lui, il avance que la principale raison de ce tournant, de ce tête-à-queue mitterrandien, c'est son pari pascalien. C'est qu'en gros, il fait le pari d'une union politique avec l'Allemagne en se disant, bon, j'arriverai bien à ramener l'Allemagne à nos propres préférences socio-économiques. Mais il dit, finalement, c'est un homme qui a connu la guerre et qui, du coup, met au premier plan l'alliance politique avec l'Allemagne. Le reste, ça passe derrière. Est-ce que c'est aussi l'interprétation que vous avez? Chevènement peut avoir, entre guillemets, de bonnes raisons de penser que le tournant, sinon le tête-à-queue de mars 1983, dans l'esprit de Mitterrand, était réversible. C'est tout à fait possible que dans l'esprit de Mitterrand, il était réversible. Mais en fait, bon, on pouvait penser qu'il le serait difficilement. Je voudrais revenir aussi sur du coup, ce qui s'est passé du côté de ceux qui défendaient l'autre politique à ce moment-là. Oui. Parce que, donc je reviens à Jean-Pierre Chevènement, mais parce que vous étiez avec lui encore à ce moment-là, au CRS, et puis ensuite dans la scission, dans le départ du PS, sur la question du traité de Maastricht. Ça a été défendu aussi sous le nom d'une forme de repli républicain, puisque le courant même a changé de nom. Il s'appelait CRS, il est devenu Socialisme et République. Et dans les textes que vous produisiez à l'époque, il est avancé que la République, ça devient le lieu de repli de la souveraineté nationale par rapport à la concurrence économique, à l'impérialisme américain, voire européen. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ce chemin-là, tracé par Chevènement, finalement, a échoué parce qu'il est resté marginal dans le système partisan français. Et puis, il y en a un qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui reste au PS jusqu'en 2008. Et c'est lui qui, aujourd'hui, construit un espace politique qui est monté jusqu'à 19% à l'élection présidentielle. Comment vous interprétez ce relatif échec, quand même, du souverainisme de gauche incarné par Chevènement et la réussite de Mélenchon? Peut-être un peu tôt, c'est un peu difficile de les comparer parce que le second est beaucoup plus récent que le premier. Mais disons, Chevènement, ça a marché, si je peux dire, jusqu'en mars 83, n'est-ce pas? Oui. Non, oui, tout à fait même. Tout à fait. Oui, mais je parle du pari non seulement de contester, mais de sortir du Parti socialiste, d'essayer autre chose. Sortir du Parti socialiste, je ne peux pas regretter cette décision parce que, au moment de la guerre d'Irak, le Parti socialiste et donc notre présence dans le Parti socialiste devenait insupportable. Mais on peut dire que d'un certain point de vue, rétrospectivement, ça a pu être une erreur. Je pense que c'était salubre de marquer que rejoindre la guerre américaine en Irak, peu de temps après la sortie, si je peux l'appeler ainsi, de la guerre française, c'était une erreur et que je ne peux pas regretter donc qu'on soit sorti à ce moment-là du Parti socialiste. Mais j'ai dit qu'on peut penser que d'un certain point de vue, ça n'a pas facilité la suite. Le combat politique que vous menez, le combat politique, qui était plus difficile à mener à l'extérieur qu'à l'intérieur. Exactement. La réussite provisoire, là, les 19% de Mélenchon, on va voir ce qu'il en fait, oui. Mais il les fait à l'extérieur du PS. Et donc, qu'est-ce qui l'explique selon vous? Est-ce que c'est juste la bonne campagne? Est-ce qu'il arrive au bon moment? Parce qu'on rappelle qu'il arrive à un moment de crise du capitalisme depuis 2008. Vous étiez dans les années 90, oui. C'était pas la même ambiance. En plus, on sortait à peine de la guerre froide, vous le disiez. Donc, est-ce que pour vous, c'est une question de temporalité? Vous venez de dire il l'a fait à l'extérieur du PS. Le PS a recueilli combien? 6% des voix. Ouais. Hein? Alors, l'extérieur est devenu... oui, c'est sûr. Quoi hein? Mais le grand large. Mais disons qu'il a, oui. il a construit cet espace-là. Le PS ne faisait pas 6% au moment où il est sorti. Oui. Enfin, il a construit quelque chose qui donne l'impression qu'il serait susceptible de structurer cet espace.
Mais c'est en cours, c'est pas encore fait. Bien sûr. À propos du Parti socialiste, justement, que vous avez extrêmement bien connu, vous êtes un cofondateur, on peut le dire, à d'Épinay. Ah oui, du PS d'Épinay. Ça sûrement. C'est même moi qui ai écrit de ma main là, le texte de la motion Unité et Rénovation. Ce texte-là que j'ai proposé, que Mitterrand a accepté en y ajoutant 2 paragraphes. C'est ça la motion d'Épinay. Donc, Unité et Rénovation. Donc vous êtes... Bon, enfin, je vous dis ça parce que c'est du folklore. Et je pense que... Alors, précisément, en tant que cofondateur de ce parti, oui. qui a parfaitement, alors j'allais dire a parfaitement réussi, pas du point de vue des politiques que vous attendiez, puisque l'objectif, évidemment, du PS d'Épinay, c'est la transformation sociale. L'objectif du CRS qu'il porte à l'intérieur du PS, c'est dépasser la social-démocratie et dépasser le communisme, pour construire un vrai socialisme démocratique. Donc ça, bon, ça a échoué, mais le parti en tant que tel est resté un des 2 grands piliers de la Ve République face à la droite néo- ou post-gaulliste. Et aujourd'hui, de le voir à 6%, et on ne sait pas trop s'il va survivre à ces législatives, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous l'interprétez? Est-ce que vous jugiez ça Une désolation sans surprise. Hein. Il avait déjà été de fer, il avait été descendu à cet étiage. Non, ce qu'on a constaté, c'est que le Parti socialiste, ou les socialistes, les gauches, que l'usage et l'habitude s'obstinent à appeler social-démocratie, hein, alors que la social-démocratie, c'est une forme de société dans laquelle une grande partie du salariat est syndiqué et assez largement politisé. Donc, au sens rigoureusement historique du mot, il n'y a pas eu de social-démocratie en France. Et nous attaquions la plupart des héritiers qui se disaient légitimes du socialisme, comme étant des social-démocrates, à partir de ce qu'eux estimaient être l'extrême gauche. Et aujourd'hui, on voit que l'usage de cette épithète social-démocratie prétend désigner l'extrême gauche. Oui, oui. Alors que pour nous, c'était... Donc pour vous la social-démocratie, c'était une dérive droitière du socialisme, mais aujourd'hui, quand on parle de social-démocratie, c'est ce qui apparaît à la gauche de la politique concrète, sociale-libérale que pratique le PS. Pour nous, la social-démocratie, c'était historiquement la syndicalisation et un petit peu la politisation d'une grande partie du salariat. Voilà ce qu'elle est, historiquement. Hein. Et pas du tout un mouvement d'extrême gauche, ou une option d'extrême gauche. Alors, du coup, vous considérez que les partis qu'on dit de gauche radicale aujourd'hui, oui. Je pense à Mélenchon, on pense aux partis dont on a beaucoup parlé au niveau européen, Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, ces partis-là, finalement, pour vous, est-ce qu'ils revivifient l'idéal social-démocrate? Disons qu'ils le cherchent, ils le souhaitent, dans une certaine mesure, ils le veulent. Bon, dans quelle mesure ils en prendront les moyens, c'est autre chose. Mais oui, on peut dire que, en ce qui concerne Mélenchon, oui, c'est clair. Et au niveau européen, précisément, dans l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble possible d'avoir une stratégie coordonnée entre des forces de gauche, peu importe qu'elles soient gauche radicale, socialiste, mais est-ce qu'il vous semble possible d'avoir une stratégie européenne des gauches? C'était par exemple le pari de Benoît Hamon dans cette campagne. Oui. De dire, si on fait un parlement de la zone euro, on pourrait avoir une majorité des gauches. Bon, est-ce que ça vous semble un chemin crédible ou est-ce que c'est avant tout des combats nationaux qui permettront de bousculer les rapports de force? Je ne sais pas si c'est crédible ou pas, c'est problématique. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais en tout cas, je crois que ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le seul espace politique pleinement civique, ou pour essayer de parler avec plus de précision, le moins imparfaitement incivique, c'est l'espace national. Quel que soit le handicap que l'on y rencontre, du fait que
à partir du national, s'est développé ce qu'on a appelé couramment et regrettablement le nationalisme. Mais c'est l'espace politique où, à travers les institutions, on s'éloigne, on se rapproche le plus d'une activité vraiment civique. Je dis civique, aujourd'hui il est à la mode de dire citoyenne. J'aimerais savoir quelle différence on fait, s'il y a une différence dans le choix, dans la substitution d'un adjectif à l'autre. Comment est-ce que la gauche peut espérer justement trouver un espace stratégique entre cette extrême droite qui utilise les mots de la République et le libéralisme démocrate macronien? Eh bien, en tirant les conséquences du fait que, pour avoir une pleine signification, le timbre, la qualification de la gauche ne peut pas se définir par rapport à une géographie politicienne gauche-droite. Elle ne peut se définir que par rapport au regard que l'on peut porter sur nous, sur notre histoire, et d'une manière générale, par rapport aux gens. Autrement dit, la gauche ne peut pas se définir par rapport à la droite, ni la droite par rapport à la gauche. Gauche et droite ne définissent quelque chose qui a pris sur la réalité que dans la mesure où on les définit par rapport au regard et à ce qu'on fait du ressenti et de ce qu'est, les deux, la société. Donc en gros, que la gauche parle moins de la gauche elle-même et parle plus de la substance oui. De la vie des gens, de ce qu'elle veut y défendre comme projet concret. Oui. C'est un peu... En fait, du coup, vous avez l'air d'être d'accord. Je recevais il y a quelques jours Christophe Ventura qui venait nous parler du populisme de gauche, qui est l'option choisie par Mélenchon, qui est de dire la gauche, ça ne signifie plus rien pour les gens. Ce qui compte, c'est de leur parler du projet, de ce qu'on va vraiment faire pour eux. Donc vous trouvez que c'est plutôt... Le populisme de gauche est une formule péjorative, mais regardez ce qu'on entend par là. Dans une assez large mesure, je trouve ça assez juste et assez sympathique. C'est-à-dire l'idée que quand on ouvre les yeux, ce que l'on trouve, ce n'est pas le peuple, c'est des gens, c'est une population. Et que le peuple doit se construire, se constituer. Et ça, c'est une idée qui est, chez des gens comme Laclos, Chantal Mouffe, etc., qui est présente et qui est extrêmement juste. Et dans ces préoccupations-là de la vie des gens, on a les questions sociales qui sont évidemment déterminantes. Et de plus en plus, on a des combats qui se mènent par le bas, des combats écologistes. L'écologie, c'est quelque chose qui était très peu présent. Oui, qui était tout à fait vrai, ce que je dis, mais quand même très peu présent dans les années 80. C'était très ignoré des partis politiques. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça doit devenir central dans le discours de la gauche? J'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que Jean-Pierre Chevènement est resté sur une ligne très productiviste. Je me souviendrai toujours de ces mots au moment de Fukushima en disant que tout allait être réglé, reconstruit en 5 années. Est-ce que vous êtes aussi confiant dans le progrès technique? Moi, je dirais que je vous ferai une réponse comment dirais-je, Normand. Oui, ça ne doit pas rester périphérique, mais ça ne doit pas devenir vraiment central. C'est-à-dire que le problème, comme on dit, de ce que l'homme fait à son environnement et son environnement à l'homme, c'est pas périphérique, mais ça ne doit pas effacer la préoccupation, au fond, ce qu'il advient de la Terre et ce qu'on fait de la Terre sur la Terre ne doit pas effacer l'importance
de ce qui se passe chez les gens qui sont dessus. Mais Autrement dit, les partis politiques, pendant très longtemps, ont parfois complètement négligé ce qui est devenu l'écologie. Et il est heureux que ça ait cessé. Mais évidemment, l'écologie est devenue de l'écologisme. C'est-à-dire qu'on a commencé à se préoccuper de la Terre, mais trop souvent en oubliant ce qui se passe dessus. Et vous trouvez par exemple que les écologistes aujourd'hui, par exemple ceux qui se sont alliés avec Benoît Hamon, sont dans cet écologisme? Non, je ne veux pas dire les écologistes, parce que c'est des individus, ils sont souvent assez individualistes, et puis ça dépend. Ça dépend lesquels. Ça dépend des uns et des autres. Et je me souviens que mon père était relativement lié avec, comment il s'appelle, Dumont. Hein, René Dumont, ouais, qui était candidat en 1974, le verre d'eau. Oui, et je me souviens, mais maintenant un peu vaguement, le temps passant, que j'ai dû faire un bout d'itinéraire, un bout de manif à côté de lui, je ne sais pas où, etc. Mais Dumont était un homme intelligent et raisonnable. Et par exemple, sur cette question du nucléaire, parce que j'évoquais Fukushima tout à l'heure, il me semble que le CRS était sur une position plutôt favorable à l'énergie nucléaire. C'est quelque chose qui est resté chez vous, ou est-ce que c'est des positions sur lesquelles vous avez pu évoluer je vais dire, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je pense que l'énergie nucléaire, c'est quelque chose qu'il faut envisager comme transitoire, il faut travailler à ce qu'elle soit transitoire, mais en même temps, il ne faut pas, comment dirais-je, en faire la cavalerie de l'apocalypse. Peut-être la dernière question que j'aurais à vous poser, elle est très vaste. Je lisais avant notre entretien un texte qu'on peut retrouver sur Internet, je crois que c'est en accès libre, c'était un texte dans le débat en 1983. Oui. Où vous analysiez la crise du Fordisme. Et c'est devenu quelque chose d'assez classique, d'estimer qu'au fond, la social-démocratie a failli dans son objectif de plein emploi à cause de cette crise du Fordisme, et en quelque sorte, elle ne s'en est pas relevée. Et vous écriviez à l'époque que ça a laissé la place aux idéologies du marché qui en ont profité pour reproduire l'aliénation de la population aux conditions nouvelles de l'exploitation. Est-ce que vous trouvez qu'on est encore dans ce monde-là? Je vous pose la question parce que ce qui a pris la suite du Fordisme, qu'on a appelé le post-Fordisme, le néolibéralisme, il y a différents mots en circulation, ceci, c'est aussi en crise depuis les années 2000, enfin depuis la crise des subprimes. Toute l'économie mondiale est entrée dans une zone de turbulence où il y a un nouveau régime d'accumulation qui se cherche et qui ne se trouve pas. D'où la déflation, etc. Est-ce que pour vous, ça ouvre quelque part des perspectives stratégiques pour une gauche qui reprendrait le drapeau socialiste? Oui, mais la divine providence descendue sur la terre, cela s'appelle le marché. C'est pas clair ce que je dis? Il faudrait développer un peu alors. La divine providence, c'est dans le texte que je vous ai donné d'ailleurs, où j'essaie de résumer ça. De résumer ça. C'est sublimation romantique de socialistes convertis à la religion du marché. Le social-libéralisme porte le masque carnaval d'un économisme intelligent, à moins qu'il ne le troque contre celui d'un géopolitisme indigent. Deux variétés occulteuses du fanatisme hémiplégique qui tient lieu d'idéologie de rechange à des socialistes virés libéraux, comme bien entendu à des libéraux en mal de bonne conscience. L'Europe étant le nom qu'ils donnent à la terre promise de leur reniement, l'européisme, l'espéranto dont se déguise l'inculture de leur boniment. Mais la question que je vous posais, c'est est-ce que l'entrée en crise de ce qui a succédé au Fordisme, du néolibéralisme, est-ce que ça rouvre pour vous des perspectives stratégiques, ou est-ce que les gauches sont encore dans l'adoration de cette providence du marché? C'est controversé, mais ce qu'on appelle la gauche, c'est toujours dans cette situation, c'est-à-dire la gauche, c'est une sorte de... c'est de la droite.
où la gauche, c'est la gauche évaporée en quelque sorte. Et donc pour vous, en ce moment, il n'y a pas vraiment d'espoir, à part peut-être la tentative de Mélenchon? Mais si, au contraire, parce que ce n'est pas... Ça bouge, ça a bougé. Et d'ailleurs, Mélenchon, je ne vais pas dire que je ne suis pas a priori d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je me retrouve dans beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que comment dirais-je, l'attrait qu'il a suscité est un bon signe. Merci Didier Motschan pour ces réponses. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres entretiens sur Mediapart, le studio. Merci beaucoup.